Avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez si vous trouviez un animal blessé et abandonné au milieu d'une tempête de neige mortelle? Voici l'histoire vraie d'un artisan solitaire dont la vie a été complètement transformée par un seul aboiement dans la neige. Si vous croyez au pouvoir de la loyauté et de l'amour inconditionnel, laissez un like et abonnez-vous pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Un après-midi d'hiver gris, alors que le soleil se cachait déjà derrière les montagnes enneigées, un seul aboiement brisa le silence épais qui régnait sur la forêt gelée. Ce n'était pas un aboiement ordinaire, de ceux qui annoncent l'arrivée de quelqu'un ou expriment de la joie, mais un son rauque et douloureux qui résonnait entre les pins givrés, de vieux arbres qui se dressaient comme d'imposantes sentinelles gardant des secrets millénaires. L'artisan interrompit son travail, ses mains calleuses tenant encore le ciseau avec lequel il sculptait patiemment un morceau de cèdre aromatique. Il avait une trentaine d'années, des cheveux bruns déjà parsemés de fils d'argent prématurés, et des yeux couleur miel qui portaient la mélancolie silencieuse de celui qui a choisi de vivre isolé du monde. Son corps musclé, façonné par des années de travail manuel et de randonnée en montagne, était habitué au froid vif et à la solitude de sa modeste maison construite de ses propres mains au bord du précipice, mais à ce moment-là, il sentit un frisson différent parcourir son épine dorsale. Il y avait quelque chose dans ce son, une urgence primitive, un cri au secours qui semblait confronter directement son plus grand conflit intérieur. La peur paralysante de s'attacher à nouveau à un être vivant, une profonde et ancienne cicatrice, laissée par un abandon qui l'avait fait reculer de toute forme de connexion véritable. La maison de l'artisan était son sanctuaire, un refuge confortable mais spartiate, où l'odeur persistante du cèdre et de la résine de pin se mêlait à l'arôme du café toujours frais sur le poêle à bois. Les murs en bois massif exposaient ses créations les plus raffinées. Des sculptures d'animaux de la forêt si réalistes qu'elles semblaient sur le point de prendre vie. Des masques tribaux inspirés des légendes locales et des meubles rustiques qui se vendèrent bien au marché mensuel du village. Il était connu dans la région pour son habileté exceptionnelle avec le bois, son observation aiguisée des motifs de la nature et sa résilience inébranlable face aux hivers rigoureux qui transformèrent la montagne en un désert blanc et implacable. Mais sous cette apparence de force et d'autosuffisance, son âme portait une solitude auto-imposée, un vide que même ses œuvres d'art ne pouvaient pas complètement combler. L'aboiement retentit à nouveau, plus faible cette fois, comme si l'animal perdait ses forces. L'artisan hésita un instant, le conflit intérieur livrant une bataille féroce dans sa poitrine. Une partie de lui voulait ignorer le son, se refermer à nouveau dans sa forteresse de solitude, où rien ne pouvait le blesser. Mais il y avait quelque chose dans cet aboiement désespéré qui a touché une corde longtemps silencieuse dans son cœur. Il prit son manteau en peau de mouton, une lampe torche puissante et un sac à dos avec des provisions de base d'urgence, une habitude acquise après des années de vie dans les montagnes traîtresses. Il suivit le son à travers la neige qui lui arrivait déjà aux genoux, le vent vif fouettant son visage tandis qu'il avançait entre les arbres qui craquaient sous le poids de la glace accumulée. La vue qu'il découvrit fut véritablement désolante. Sous un chêne centenaire dont les branches tordues formaient une sorte d'abri naturel, gisait un gros chien, probablement un berger allemand croisé avec une race de montagne. Son pelage autrefois doré était recouvert de neige et de glace, formant des cristaux qui brillaient sous la faible lumière du crépuscule. Sa patte avant droite présentait une blessure profonde, déjà partiellement gelée par le froid extrême, et l'animal tremblait violemment, luttant contre l'hypothermie qui menaçait de lui voler la vie. Ses yeux, d'une couleur ambre profonde, comme le miel sauvage, fixaient l'artisan avec un mélange complexe de méfiance, de peur et d'un espoir si fragile qu'il brisait le cœur. La tempête de neige commençait à s'intensifier, les flocons de neige dansant dans des tourbillons furieux, promettant d'ensevelir toute créature sans défense sous son manteau mortel. L'artisan s'approcha avec la prudence de celui qui connaît les dangers d'un animal blessé et effrayé. Le chien, même dans son état affaibli, réussit à lever la tête et à grogner faiblement. Un rappel touchant de l'instinct de survie qui le maintenait alerte même au bord de la mort. Avec des mouvements lents et délibérés, l'artisan sortit,
De son sac à dos un morceau de viande de cerf séchée qu'il gardait pour les urgences, le brisant en petits morceaux. Il en plaça un morceau dans la neige, à une distance sûre, et recula de quelques pas, s'accroupissant pour paraître moins menaçant. Le chien renifla l'air, la guerre entre la faim et la peur, étant évidente dans chaque muscle tendu de son corps maltraité. Après de longues minutes qui parurent des heures, la faim gagna, et il rampa douloureusement jusqu'à la nourriture, la dévorant avec une voracité qui parlait de jours sans nourriture adéquate. Le processus pour gagner la confiance de l'animal fut lent et délicat comme l'épanouissement d'une fleur alpine au printemps. L'artisan utilisa ses connaissances rudimentaires en herboristerie et en soins animaliers de base, des connaissances acquises en observant la faune locale et en discutant avec le vieux guérisseur du village qui était mort 2 hivers auparavant. Il improvisa un brancard avec des branches et son manteau, et avec une patience infinie, il réussit à transporter le chien blessé jusqu'à sa maison. Les premiers jours furent un véritable défi, qui mit à l'épreuve chaque gramme de sa détermination. Le chien refusait de se nourrir correctement, montrait de la panique à chaque mouvement brusque, et hurlait doucement la nuit, des sons qui faisaient écho à la solitude que l'artisan lui-même connaissait si bien. Avec une patience qu'il ignorait, possédée, l'artisan soigna méticuleusement les blessures de l'animal. Il prépara des cataplasmes avec des herbes de montagne que sa grand-mère lui avait appris à identifier lorsqu'il était enfant. De l'arnica pour réduire l'inflammation, du calendula pour accélérer la cicatrisation, et de la camomille pour apaiser. Il appliquait des compresses chaudes pour améliorer la circulation dans la patte blessée, marmonnant toujours des mots doux sur un ton qu'il n'utilisait plus depuis des années. Lentement, comme la glace fondant sous le soleil du printemps, l'animal commença à répondre. D'abord, un mouvement hésitant de la queue lorsque l'artisan entrait dans la pièce. Puis il permit une caresse douce sur la tête, fermant les yeux et soupirant profondément, comme s'il pouvait enfin baisser sa garde. C'était un signe subtil mais puissant que la confiance, cette fleur rare et précieuse, commençait à pousser sur le sol aride de la peur et de la méfiance. L'artisan baptisa le chien Atlas, en hommage à l'imposante montagne où il l'avait trouvé et qui semblait porter le poids du ciel sur ses sommets enneigés. La présence d'Atlas, initialement considérée comme un fardeau temporaire, se transforma rapidement en une routine réconfortante qui apporta une nouvelle vie à la maison silencieuse. Le chien se remettait de jour en jour, gagnant du poids et de la force, son pelage retrouvant son éclat. Ses oreilles, auparavant tombantes de découragement, se dressait désormais à la moindre sonorité. Il commença à suivre l'artisan dans la maison, gardant toujours une distance respectueuse mais constante, comme une ombre fidèle et protectrice. Le vide qui remplissait auparavant les pièces fut remplacé par le bruit de pattes sur le plancher en bois, le souffle chaud les matins froids et les aboiements occasionnels de contentement lorsque l'artisan préparait les repas. Au fil des semaines, une routine s'est établie, apportant structure et but renouvelés aux journées de l'artisan. Les matins commençaient tôt, avec Atlas le réveillant doucement avec son museau humide, impatient du petit déjeuner et de la promenade matinale. L'artisan découvrit que le chien possédait une intelligence remarquable, apprenant des commandes, complexes avec facilité et démontrant une capacité impressionnante à lire ses émotions. Lorsque l'artisan était particulièrement mélancolique, se souvenant des fantômes du passé, Atlas s'approchait silencieusement et posait sa tête sur ses genoux, offrant un réconfort sans mots. C'était comme si l'animal comprenait le langage silencieux de la douleur et offrait son propre type de guérison. La première grande subtilité se produisit un matin particulièrement clair, lorsque l'artisan décida d'emmener Atlas pour connaître la partie la plus haute de sa propriété, où poussaient des pins centenaires et où la vue s'étendait sur des kilomètres de montagnes enneigées. Atlas, qui jusqu'alors marchait docilement aux côtés de l'artisan, s'arrêta soudainement, les oreilles dressées et le corps tendu. Il commença à creuser frénétiquement, à un endroit précis près d'un grand rocher recouvert de mousse. L'artisan, intrigué, l'aida à creuser, et à sa grande surprise, ils trouvèrent les restes d'un ancien campement, avec des objets datant de plusieurs décennies. Parmi les objets, il y avait un journal moisi, partiellement lisible,
qui racontait l'histoire d'un explorateur perdu dans les montagnes. Les dernières entrées parlaient d'avoir entendu des loups et de laisser de la nourriture pour un chiot, blessé qu'il avait trouvé. L'artisan réalisa avec un frisson qu'Atlas pourrait être le descendant de ce chiot, et que son sauvetage complétait un cycle commencé des générations auparavant. Les mois d'hiver passèrent, et le lien entre l'homme et le chien s'approfondissait comme des racines pénétrant le sol rocheux de la montagne. Atlas s'est révélé non seulement un compagnon fidèle, mais aussi un gardien naturel de la propriété. Ses sens aiguisés détectaient la présence d'animaux sauvages, bien avant qu'ils ne représentent un quelconque danger, et ses aboiements différenciés communiquaient s'il s'agissait d'un cerf inoffensif, d'un ours curieux ou de quelque chose de plus menaçant. L'artisan, à son tour, trouva en Atlas non seulement un ami, mais un catalyseur pour sa propre guérison émotionnelle. Les barrières qu'il avait érigées autour de son cœur commencèrent à s'effondrer, brique par brique, sous le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Le printemps arriva comme une explosion de vie et de couleurs, après les longs mois de monochrome blanc. La neige fondit progressivement, révélant la terre fertile en dessous, et les premiers bourgeons verts commencèrent à apparaître. Atlas, désormais complètement rétabli, était l'incarnation même de la vitalité. Il courait dans les champs nouvellement découverts, avec la joie d'un enfant, poursuivant les papillons et se roulant dans l'herbe nouvelle. L'artisan arrêtait souvent son travail pour l'observer, un sourire authentique illuminant son visage, pour la première fois depuis des années. C'était comme si toute la montagne s'était réveillée d'un long sommeil, et avec elle, le cœur endormi de l'artisan. Ce fut pendant l'une de ces après-midi printanières idylliques que se produisit la seconde subtilité, cette fois d'impact moyen. L'artisan avait décidé de se rendre au village pour vendre certaines de ses pièces et acheter des provisions. Atlas, comme toujours, l'accompagnait fidèlement. En passant par la place centrale, où la fontaine centenaire jaillissait de l'eau, cristalline des montagnes, Atlas devint soudainement agité. Ses poils se hérissèrent, et un grognement bas et menaçant émana de sa gorge. L'artisan suivit le regard du chien et vit un homme élégamment vêtu, avec des vêtements trop chers pour ce simple village, en train de discuter avec le maire. Il y avait quelque chose dans la façon dont Atlas réagissait à cet homme qui donna des frissons à l'artisan. Le chien ne montrait pas seulement de l'agressivité, mais aussi de la peur, une combinaison que l'artisan n'avait jamais vue auparavant. L'homme était Vincent Blackwood, un promoteur immobilier connu dans toute la région pour son ambition démesurée et ses méthodes douteuses. Son empire avait été construit sur les ruines de communautés traditionnelles, transformant des paradis naturels en stations balnéaires exclusives pour les ultra-riches. Sa présence au village n'était pas une coïncidence. Il sentait l'opportunité, comme un vautour sent la charogne, et les terres vierges autour de la montagne étaient sa nouvelle cible. L'artisan découvrit par des conversations chuchotées à la taverne que Blackwood achetait discrètement des propriétés, profitant des familles endettées et des personnes âgées sans héritier. Son plan était ambitieux et dévastateur, construire un complexe touristique de luxe qui transformerait complètement le caractère de la région. La troisième subtilité vint lorsque l'artisan, intrigué par la réaction extrême d'Atlas, décida d'enquêter davantage sur Blackwood. Il découvrit par une conversation avec Marie, la bibliothécaire du village qui gardait la mémoire historique du lieu, qu'il y avait eu des années auparavant des signalements de chiens de race abandonnés en montagne pendant l'hiver. Certains disaient qu'il s'agissait d'animaux d'un chenil illégal que Blackwood avait tenu lors de ses premières entreprises dans la région, abandonnés lorsque l'affaire était devenue gênante. Le lien était ténu mais troublant et expliquait la réaction viscérale d'Atlas. L'artisan sentit l'ancienne peur de l'abandon ressurgir avec une force renouvelée, mais ce n'était plus seulement pour lui-même. L'idée qu'Atlas ait pu être victime de la cruauté de Blackwood lui a suscité un sentiment protecteur féroce. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une véritable colère, une émotion qu'il pensait avoir enterrée avec ses autres vulnérabilités. Il décida qu'il ne permettrait pas à Blackwood de détruire non seulement la maison qu'il avait construite, mais toute la communauté qui, même à distance, le respectait et le valorisait. Pendant les semaines suivantes,
Un personnage inattendu commença à apparaître régulièrement sur la propriété de l'artisan. C'était une jeune vétérinaire nommée Elena, qui avait appris par le biais du réseau de ragots du village le sauvetage d'Atlas et était venue offrir ses services. Elena avait des cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau, des yeux verts qui brillaient d'intelligence et de compassion, et des mains délicates mais fermes qui parlaient d'années passées à soigner des créatures blessées. Sa première visite fut professionnelle, examinant Atlas avec efficacité clinique, mais il y avait quelque chose dans sa manière douce de traiter le chien qui attira l'attention de l'artisan. La première des 5 approches romantiques cruciales se produisit lorsque Elena, après avoir examiné Atlas, se tourna vers l'artisan avec un sourire chaleureux et dit qu'elle voyait rarement un animal aussi bien soigné par quelqu'un sans formation formelle. L'éloge, simple mais sincère, toucha l'artisan d'une manière inattendue. Il rougit légèrement, marmonnant quelque chose sur l'instinct et l'observation. Mais Elena ne sembla pas convaincue. Elle voyait au-delà de la façade de rudesse, reconnaissant la gentillesse et le dévouement qu'il tentait de cacher au monde. Le deuxième moment crucial vint quelques semaines plus tard, lorsqu'Elena revint pour une visite de suivi. Elle apporta avec elle un vieux livre sur la médecine vétérinaire traditionnelle, disant qu'elle pensait qu'il pourrait le trouver intéressant, étant donné ses connaissances en herboristerie. C'était un geste attentionné qui montrait qu'elle avait prêté attention non seulement à Atlas, mais aussi à l'artisan lui-même. Il accepta le cadeau avec des mains qui tremblèrent légèrement, touchées par la considération. Ils feuilletèrent le livre ensemble, leurs têtes proches tandis qu'Elena pointait des illustrations de plantes médicinales, son parfum doux de lavande se mélangeant à l'odeur omniprésente de bois et de résine de la maison. La présence d'Elena commença à devenir une constante agréable dans la vie de l'artisan. Elle rendait visite régulièrement, toujours sous prétexte de vérifier la santé d'Atlas, mais les visites s'étendaient invariablement à de longues conversations sur tout et sur rien. Ils découvrirent des intérêts communs surprenants. Tous deux aimaient le silence des montagnes, la beauté austère de l'hiver, et avaient un profond respect pour la sagesse traditionnelle qui se perdait dans le monde moderne. Elena partageait des histoires de ses années d'études vétérinaires dans la grande ville, et comment elle avait senti qu'elle perdait son âme en milieu urbain, jusqu'à décider de retourner dans les montagnes de son enfance. L'artisan, à son tour, commença à s'ouvrir sur son art, lui montrant des pièces qu'il n'avait jamais montrées à personne, des sculptures qui capturaient des émotions trop crues pour être vendues. La tension avec Blackwood, cependant, continuait de croître comme des nuages d'orage à l'horizon. Le promoteur intensifia ses efforts, envoyant des représentants pour faire pression sur les habitants, offrant des sommes alléchantes pour des terres qui appartenaient aux mêmes familles depuis des générations. La communauté était divisée. Certains voyaient l'occasion d'échapper à la pauvreté, tandis que d'autres reconnaissaient la menace pour leur mode de vie. L'artisan participa à plusieurs réunions communautaires, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années, se sentant obligé d'agir non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui appelaient ces montagnes leur foyer. Ce fut lors de l'une de ces réunions que se produisit la 4e subtilité, d'impact moyen. Jacob, le vieil historien du village qui conservait les archives historiques dans sa maison centenaire, révéla qu'il existait d'anciens documents sur les droits d'eau et les terres protégées qui pourraient compliquer les plans de Blackwood. Le problème était que beaucoup de ces documents étaient perdus ou en très mauvais état de conservation. La communauté avait besoin de preuves concrètes pour contester légalement les manœuvres de Blackwood, mais les trouver serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le 3e moment romantique crucial eut lieu une nuit de tempête, lorsqu'Elena apparut à la porte de l'artisan trempée et tremblante. Elle avait répondu à une urgence dans une ferme éloignée, lorsque sa voiture était tombée en panne, et la maison de l'artisan était l'abri le plus proche. Pendant qu'elle se réchauffait près de la cheminée, enveloppée d'une couverture qui sentait Atlas et le bois, elle partagea ses peurs sur ce que Blackwood pouvait faire à la communauté. Ce fut un moment de vulnérabilité mutuelle, où tous deux baissèrent leurs gardes et parlèrent de pertes passées, de rêves non réalisés et de l'espoir têtu qui les maintenait en lutte. L'artisan prépara du thé aux herbes récoltées en montagne
et ils passèrent des heures à discuter pendant que la tempête rugissait dehors, Atlas couché à leurs pieds, comme un gardien silencieux. Au fur et à mesure que le printemps cédait la place à l'été, la situation devint critique. Blackwood avait réussi à acheter plusieurs propriétés stratégiques et commença à apporter du matériel lourd dans la région. Le bruit des moteurs et des excavatrices résonnait dans les montagnes, perturbant la paix millénaire du lieu. Atlas réagissait avec une panique croissante à ces sons, fuyant souvent dans la forêt et devant être recherché et apaisé. L'artisan réalisait que le traumatisme du chien était profond, lié à des souvenirs qu'il ne comprendrait peut-être jamais complètement. La cinquième subtilité, également d'impact moyen, vint par une découverte accidentelle d'Elena. Alors qu'elle recherchait d'anciens dossiers vétérinaires pour un projet personnel, elle trouva une documentation sur un chenil illégal que Blackwood avait effectivement tenu des années auparavant. Les archives comprenaient des photos de chiens maltraités et abandonnés, et parmi eux, Elena identifia un chien qui pourrait être Atlas lorsqu'il était chiot. La révélation confirma les soupçons de l'artisan et renforça sa détermination à empêcher Blackwood, maintenant non seulement par principe, mais par justice personnelle. Un événement crucial se produisit lorsqu'une chatte errante commença à apparaître régulièrement sur la propriété. C'était une créature élégante au pelage tigré et aux yeux d'un vert pénétrant, qui observait Atlas et l'artisan de loin avec une curiosité calculée. L'artisan la nomma Minerve, en hommage à la déesse de la sagesse, car il y avait quelque chose d'étrangement sage dans son comportement. Elle semblait toujours surgir à des moments significatifs, comme si elle était consciemment témoin des événements qui se déroulaient. Le quatrième moment romantique crucial eut lieu lors du festival d'été du village, une tradition centenaire que Blackwood envisageait d'éliminer dans ses plans de développement. Elena invita l'artisan à l'accompagner, arguant qu'il était important de montrer l'union communautaire. Ce fut la première fois depuis des années que l'artisan participait à un événement social, et l'expérience fut simultanément terrifiante et libératrice. Ils dansèrent au son de la musique folklorique locale, leurs corps se mouvant en une synchronie naturelle, et pendant quelques instants précieux, le poids des soucis sembla disparaître. Atlas les observait de l'extérieur de la salle, la queue remuant en signe d'approbation, tandis que Minerve observait de son perchoir sur le toit. La sixième subtilité, d'impact moyen, se produisit lorsque l'artisan découvrit que sa propre propriété était dans le collimateur de Blackwood. Des documents juridiques douteux sont apparus, alléguant des irrégularités dans d'anciens registres de propriété. C'était une tactique courante de Blackwood, créer suffisamment de confusion juridique pour forcer les propriétaires à vendre à des prix dérisoires, afin d'éviter de coûteuses batailles judiciaires. L'artisan sentit le sol disparaître sous ses pieds. Ce n'était pas seulement sa maison qui était menacée, mais le sanctuaire qu'il avait créé pour lui-même et pour Atlas. La première grande tension dramatique se produisit un matin fatidique, lorsque l'artisan se réveilla au son de machines lourdes, s'approchant dangereusement de sa propriété. Blackwood, impatient de la résistance juridique, avait décidé de forcer la situation en commençant des travaux de démarcation sur des terres contestées. Atlas était frénétique, courant de tous côtés, aboyant désespérément vers les machines qui envahissaient son territoire. L'artisan tenta de confronter les ouvriers, mais ils avaient des ordres explicites et des documents qui, bien que contestables, donnaient une apparence de légalité à leurs actions. Le moment le plus critique vint lorsqu'Atlas, dans son agitation, courut vers les machines, déterminé à protéger son territoire. Une excavatrice, conduite par un ouvrier distrait, faillit le frapper, et seuls les réflexes rapides de l'artisan qui se jeta devant le chien évitèrent une tragédie. L'incident, témoin par plusieurs habitants qui s'étaient rassemblés en entendant le bruit, créa une vague d'indignation qui se répandit dans la communauté comme un feu dans la paille sèche. Ce fut alors que Minerve, la chatte qui jusqu'alors semblait être une observatrice passive, montra sa véritable valeur. Avec une agilité surprenante, elle guida l'artisan et Atlas à travers un sentier caché qui menait à une partie ancienne et oubliée de la propriété. Là, à moitié enterrée sous des décennies de feuilles et de terre,
ils trouvèrent un jalon en pierre avec des inscriptions qui délimitaient d'anciennes limites territoriales. Plus important encore, près du jalon, il y avait une grotte naturelle où ils découvrirent non seulement des documents historiques conservés dans une boîte en métal, mais aussi des preuves d'une source d'eau souterraine, protégée par d'anciennes lois environnementales que Blackwood ignorait. La 7e subtilité, cette fois d'un grand impact, vint avec le contenu des documents trouvés. Il ne confirmait pas seulement les droits territoriaux historiques de la communauté, mais révélait également que toute la zone était sous protection spéciale en raison de la source, qui fournissait de l'eau à plusieurs ruisseaux qui alimentaient la vallée. Tout développement qui menaçait cette source d'eau était illégal sous de multiples juridictions. C'étaient les munitions juridiques dont la communauté avait besoin pour affronter Blackwood. Le 5e et plus significatif moment romantique se produisit lorsque Helena, émue par la découverte, embrassa l'artisan spontanément. Ce fut un moment de pure joie partagée, et lorsqu'ils se séparèrent, tous deux réalisèrent que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. L'artisan, qui avait passé des années à éviter les liens émotionnels, se retrouva non seulement à accepter, mais à désirer la proximité d'Helena. Elle, à son tour, vit en lui non pas seulement l'ermite talentueux, mais un homme de profondeur et de courage qui cachait un cœur gentil sous des couches de protection. La bataille juridique qui suivit fut intense. Blackwood, habitué à intimider les communautés rurales pauvres, se retrouva pour la première fois confronté à une opposition organisée et bien documentée. L'artisan, soutenu par Helena et guidé par Jacob, l'historien, mena les efforts pour authentifier et présenter les preuves. La communauté, auparavant divisée, s'unit face à la menace commune. Même ceux qui avaient envisagé de vendre leurs terres réalisèrent que ce que Blackwood offrait en argent ne compensait pas ce qu'il perdrait en identité et en héritage. La seconde grande tension dramatique se produisit lors d'une audience cruciale au tribunal régional. Blackwood, désespéré en voyant ses plans s'effondrer, tenta un dernier coup bas. Il présenta des documents alléguant que l'artisan avait falsifié les preuves trouvées et amena des témoins payés pour corroborer ces allégations. Pendant un moment terrible, il sembla que la vérité serait ensevelie sous le poids de l'argent et de l'influence. Ce fut alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Atlas, qui avait accompagné l'artisan au tribunal, commença à grogner et à aboyer furieusement vers l'un des prétendus témoins. L'homme, nerveux face à la réaction du chien, finit par se contredire dans son témoignage, révélant des incohérences qui firent s'effondrer toute la narration de Blackwood. La 8e subtilité, d'un grand impact, vint lorsque le juge, impressionné par les preuves et mécontent des tactiques de Blackwood, décida non seulement en faveur de la communauté, mais ordonna également une enquête sur les pratiques commerciales du promoteur. Ce qui avait commencé comme une bataille pour une petite communauté de montagne devint une affaire qui mit au jour un réseau de corruption et d'exploitation qui s'étendait à toute la région. Blackwood vit son empire commencer à s'effondrer, faisant face non seulement à la perte de ce projet, mais à des enquêtes criminelles qui menaçaient toute son opération. L'artisan, épuisé mais victorieux, retourna dans sa maison en montagne, avec Atlas à ses côtés et Helena lui tenant la main. La communauté les accueillit comme des héros. Mais pour l'artisan, la plus grande victoire n'était pas au tribunal, mais dans la transformation intérieure qu'il avait vécue. Les murs qu'il avait érigés autour de son cœur s'étaient complètement effondrés, remplacés par des liens authentiques avec Helena, avec la communauté, et surtout avec Atlas, qui avait prouvé que l'amour et la loyauté pouvaient guérir, même les blessures les plus profondes. La 9e subtilité, également d'un grand impact, vint quelques semaines plus tard, lorsque Blackwood, confronté à la ruine financière et à la disgrâce publique, apparut inopinément à la porte de l'artisan. Il ne vint pas avec des menaces ou des pots de vin, mais avec quelque chose que l'artisan n'avait jamais attendu, des remords. D'une voix étouffée, il avoua qu'Atlas était en fait l'un des chiens de son ancien chenil illégal, abandonné lorsqu'il était chiot lors d'une opération policière dont il s'était échappé. Voir le chien en bonne santé et aimé, et assister
à la lutte acharnée de l'artisan pour le protéger, avait réveillé quelque chose de longtemps endormi dans sa conscience. Il ne demandait pas pardon, car il savait que certains actes sont impardonnables, mais il voulait que l'artisan sache que son courage avait planté une graine de changement. La 10e et dernière subtilité vint lorsque Minerve, la chatte, mystérieuse, se révéla enceinte. L'artisan et Helena, désormais officiellement en couple, réalisèrent qu'elle avait choisi sa propriété comme lieu sûr pour élever ses petits. C'était comme si l'univers offrait un autre cycle de renouveau et d'espoir. Atlas, loin de montrer de la jalousie, assuma un rôle protecteur envers Minerve, démontrant que l'amour, lorsqu'il est vrai, se multiplie au lieu de se diviser. La 3e et dernière grande tension se produisit lorsqu'une tempête d'été exceptionnellement violente menaça la région. Des vents de force ouragan et des pluies torrentielles causèrent des glissements de terrain et des inondations. La source protégée, ironiquement, devint une menace lorsque son débit augmenta de façon spectaculaire. L'artisan, Helena et d'autres membres de la communauté travaillèrent sans relâche pour protéger les propriétés les plus vulnérables. Ce fut pendant cette crise qu'Atlas démontra une fois de plus son extraordinaire valeur. Lorsqu'un enfant du village se retrouva piégé dans une zone inondée, ce fut Atlas qui, nageant contre le courant furieux, réussit à l'atteindre et à le maintenir en sécurité jusqu'à l'arrivée des secours. Le dénouement de l'histoire apporta des transformations profondes à tous les acteurs impliqués. L'artisan, inspiré par les événements, décida de transformer une partie de sa propriété en sanctuaire pour les animaux abandonnés ou blessés. Avec l'aide d'Helena, qui apporta ses connaissances vétérinaires et le soutien de la communauté, ils créèrent un refuge qui devint un modèle pour d'autres régions. Atlas devint l'ambassadeur non officiel du sanctuaire, aidant à apaiser et à socialiser de nouveaux animaux traumatisés. Son histoire de sauvetage et de rédemption inspira des dons et des bénévoles de toute la région. La propriété de l'artisan fleurit de manière qu'il n'avait jamais imaginée. Là où il n'y avait auparavant que solitude et silence, il y avait maintenant une vie abondante. Chiens, chats et occasionnellement d'autres animaux sauvages blessés trouvèrent un abri temporaire ou permanent. Les enfants du village venaient régulièrement pour apprendre les soins aux animaux et le respect de la nature. L'artisan continua à créer ses sculptures, mais maintenant avec une nouvelle dimension. Chaque pièce racontait une histoire de résilience et d'espoir, souvent inspirée par les animaux qui passaient par le sanctuaire. Helena et l'artisan se marièrent lors d'une cérémonie simple célébrée au sommet de la montagne, avec Atlas comme porteur symbolique des alliances et Minerve et ses petits comme invités d'honneur. Toute la communauté était présente, célébrant non seulement l'union du couple, mais aussi la victoire collective sur les forces qui avaient menacé de détruire leur mode de vie. Jacob, l'historien, officia la cérémonie, entrelaçant les traditions anciennes avec l'histoire moderne de résistance et de renouveau que tous avaient vécu. Blackwood, purgeant sa peine pour ses activités illégales, surprit tout le monde en faisant un don substantiel au sanctuaire depuis la prison. Dans une lettre à l'artisan, il écrivit qu'observer la transformation d'Atlas, de victime abandonnée à héros local, avait été le miroir qui l'avait finalement forcé à voir la monstruosité de ses propres actes. Il promit que, une fois libre, il consacrerait le reste de sa vie à réparer les dommages qu'il avait causés. L'artisan, après mûre réflexion, répondit par une seule phrase : « Tout être mérite une chance de rédemption. » La vie en montagne a établi un nouveau saut. Rythme, harmonieux et plein, les saisons poursuivaient leur cycle éternel, mais chacune apportait désormais ses propres joies et défis partagés. En hiver, le sanctuaire devenait un refuge chauffé pour les animaux qui, autrement, ne survivraient pas au froid. Au printemps, les petits nés sous leurs soins faisaient leurs premiers pas chancelants dans l'herbe nouvelle. L'été apportait des visiteurs et des bénévoles, répandant le message de compassion et de soin. Et à l'automne, lorsque les feuilles peignaient les montagnes de tons de feu, l'artisan s'arrêtait souvent pour réfléchir au voyage qui avait commencé par un seul aboiement dans la neige. Atlas vieillit gracieusement, son museau devenant gris, mais ses yeux gardant leur éclat de sagesse et d'amour. Il devint une légende vivante dans la région, le chien qui avait sauvé non seulement un enfant,
mais toute une communauté. Les enfants qu'il avait connus lorsqu'il était chiot apportaient maintenant leurs propres enfants pour entendre son histoire. Elena documenta soigneusement ses techniques de soins animaliers, créant un manuel qui devint une référence pour d'autres sanctuaires. L'artisan, à son tour, créa une série de sculptures qui racontèrent l'histoire de sa transformation, faisant don des bénéfices des ventes à des œuvres de protection animale. Minerve, fidèle à son nom, s'est avérée être une matriarche sage. Ses petits, élevés dans l'environnement d'amour et de sécurité du sanctuaire, sont devenus des chats exceptionnellement sociables et gentils, beaucoup d'entre eux trouvant des foyers aimants dans la communauté. Elle conserva son habitude d'apparaître à des moments significatifs, comme si elle continuait à guider consciemment le destin de ceux qu'elle aimait. La relation unique entre elle et Atlas devint le symbole de la façon dont les différences peuvent être surmontées lorsqu'il existe un respect mutuel et un but commun. La transformation de l'artisan fut peut-être la plus profonde de toutes. L'homme qui avait un jour choisi l'isolement comme protection contre la douleur était devenu le cœur battant d'une communauté vibrante. Ses mains, qui créaient autrefois de l'art dans la solitude, créaient maintenant de la beauté, tout en enseignant à de jeunes apprentis. Son cœur, qui avait craint d'aimer à nouveau, débordait maintenant d'amour pour Elena, pour Atlas, pour chaque créature qui trouvait refuge dans son sanctuaire. La cicatrice de l'abandon n'avait pas disparu, mais elle était devenue une source d'empathie et de compréhension. Elena s'épanouit dans son rôle multiple de vétérinaire, d'éducatrice et de cofondatrice du sanctuaire. Son partenariat avec l'artisan était équilibré et complémentaire. Là où il apportait l'intuition et la connexion émotionnelle avec les animaux, elle apportait les connaissances techniques et les compétences organisationnelles. Ensemble, ils ont créé